Alors, bon, on a une heure ensemble et j'espère que ça va être une heure agréable malgré le sujet dont il est question. On va parler d'un moment difficile dans la vie d'une boîte qui est celui de la crise. Je vais vous livrer un témoignage qui est le mien et donc qui n'a pas vocation à être un tutoriel shitstorm ou la crise mode d'emploi. C'est vraiment un témoignage, mais comme vous le savez, dans les histoires personnelles, il y a toujours un peu d'universel. Et puis, je ne vais pas revenir sur tout ce qu'on aurait pu faire pour éviter cette crise. D'abord parce que je n'ai pas le recul nécessaire, mais aussi parce qu'il y a toujours le piège des biais rétrospectifs. Une fois que tu connais la fin, tu réécris le passé, juger le passé au regard du présent. Bon voilà, j'ai pas envie de tomber dans ce piège-là. Alors, peut-être juste pour qu'on fasse connaissance un peu avant, qui ici parmi vous est entrepreneur, entrepreneuse? Ok, top. Qui envisagerait de, pourquoi pas, monter sa boîte? Ok. Qui est déjà venu à un des événements ou une des formations proposées par The Family? Ok. Bon. Alors, on y va. Donc c'est un exercice délicat. Merci Franck de m'avoir proposé cette opportunité. Franck, il faut savoir, c'est un des investisseurs de The Family, pour la petite histoire. Et quand on a discuté au téléphone et qu'il m'a dit « Viens témoigner lors de la journée que j'organise pour le Lean Startup de ton histoire », alors que je le tenais un peu informé de ce qui se passait en tant qu'investisseur, alors j'étais honorée, mais j'étais aussi partagée. J'étais partagée pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'on est atteint encore émotionnellement par les faits commis, par les conséquences. J'ai été partagée parce qu'il y a des contentieux en cours et qui sont nombreux. Et j'étais partagée aussi parce qu'il se trouve que cette histoire, cette affaire dont je vais vous parler, la crise qu'on a traversée, la presse en raffole. Et donc, il y a beaucoup d'articles dessus. Donc là, présentement, je marche sur des œufs. Mais c'est pas grave, on est ensemble, vous êtes là, vous êtes soutien, je vais pas dire de bêtises. Et sans me mettre en danger, ça me tenait à cœur de partager cette expérience. Pourquoi? Parce que la communauté Lean Startup, c'est aussi celle qui m'a donné envie en 2011 d'entreprendre. Hein, les Startup Weekend, le Design Thinking, c'est vraiment ça, cette rencontre avec cette communauté-là, avec cet univers-là, avec quelques règles d'or qui consistent à s'écouter, faire preuve d'empathie, mettre l'utilisateur au centre, itérer en boucle. Voilà, c'est quelque chose qui me parlait et qui m'a vraiment donné envie. Et on y apprend notamment que le partage d'expérience, c'est essentiel pour soi, pour prendre du recul, mais aussi pour avancer. Donc voilà, c'est pour vous que je fais ça, c'est pour moi aussi pour avancer, c'est pour l'esprit Lean Startup. J'ai des notes, j'ai une dizaine de pages, j'ai été obligée, le sujet est compliqué, donc il se peut que je retourne à mes notes de temps en temps. Donc c'est une première fois, c'est un exercice délicat et j'ai choisi de mettre donc des images et des mots. Vous verrez tout au long de cette présentation des illustrations des estampes japonaises. Il y a Utagawa Kuniyoshi et Paul Jacoulet. Voilà, c'est l'art de la guerre. Je crois que c'était une belle allégorie. On y va. Donc qu'est-ce que c'est que The Family? Vous connaissez. Donc, je ne vais pas vous refaire le pitch. On a eu une excellente présentation tout à l'heure sur le pitch. Je ne vais pas vous refaire le pitch de The Family, mais globalement, The Family, la mission qu'on se donne quand on crée cette boîte en 2013, c'est de contribuer à l'émergence d'un écosystème entrepreneurial en Europe. Voilà. Avec Nicolas et Oussama, mes deux associés, on constate qu'en France et en Europe, il y a énormément de talent, mais la balle ne rebondit pas, pour donner une image. Donc, il y a ces talents, mais il n'y a pas forcément des exemples concrets de gens qui sont prêts, qui sont accessibles
il n'y a pas forcément d'investisseurs qui soient prêts à parier, et puis surtout, il n'y a pas de semblable qui, dès le début, alors que tu n'as pas grand-chose, y croit, s'engage avec toi, t'encourage. Voilà, donc The Family, c'est une réponse à ça. C'est une ressource, un réseau, des outils, de l'éducation et l'accès au capital pour ces entrepreneurs-là. Donc on démarre à Paris en 2013, très vite on va à Londres parce que pour nous c'est important de décloisonner, de s'ouvrir à d'autres cultures, d'avoir une ambition internationale. Et on s'installe donc à Londres en 2014. Long story short, on a accompagné 800 startups en 10 ans, 120 startups font partie du portefeuille, vous en connaissez peut-être certaines, comme Itch, Algolia, Payfit, WeMaintain, Jinka et j'en passe. Ce sont des milliers d'heures de contenu qui ont été mis à disposition sur Internet et puis des dizaines de milliers de gens qui sont venus et qui ont démarré leur aventure entrepreneuriale via The Family. C'est surtout un... Alors, pourquoi The Family fédère et rassemble? Je crois que c'est parce qu'il y a une vision assez claire et des valeurs qui parlent à tous. Et la vision, c'est quoi? C'est qu'on arrivera à créer un écosystème fort avec des boîtes d'envergure qui ont un impact positif si et seulement si l'ensemble des parties prenantes de l'écosystème mettent la main à la pâte. C'est-à-dire qu'en fait, et ça dès le départ, c'est-à-dire à la source, pas une fois que la société a déjà levé des fonds, etc. Là, je parle de créer un terreau fertile, de mettre la main à la pâte. Pour donner une image, si tu n'as pas les nutriments, les bactéries, les vers de terre, tu n'as pas de potager. Okay, donc on est à ce stade-là. Ce terreau fertile, donc ce sont plusieurs publics qu'on va vouloir adresser. Donc il ne s'agit pas seulement d'aider les entrepreneurs, sinon tu ne fais rien, tu vas nulle part. Tu vas aussi t'adresser aux décideurs publics, aux journalistes, aux institutions, aux associations, aux écoles. Voilà. Et dans chaque public, tu peux identifier en fait un acteur qui va vouloir contribuer, mettre la main à la pâte. Ça, c'est la vision de The Family, et puis elle s'appuie sur des valeurs. Bon, on est anglais, donc on parle Dare, Care, Share, 3 mots. Dare pour l'ambition, Care pour l'attention, parler d'empathie au départ, et puis Share, la notion de partage d'expérience aussi que je suis en train de faire, mais aussi le Pay It Forward, c'est l'idée d'être dans une attitude qui consiste à se poser la question de comment je peux aider l'autre. Voilà, comment je peux t'accorder du temps, t'ouvrir mon réseau. Et si tu crées ça en fait au sein d'une communauté, tu as un effet bénéfique, vertueux, de gens qui se tirent vers le haut. Voilà. Alors, il y a une dimension, donc on défend un entrepreneuriat à plusieurs niveaux. Évidemment, on connaît les bénéfices de l'entrepreneuriat pour le collectif, pour la culture, pour d'un point de vue économique, l'emploi, l'attractivité, toutes ces nouvelles startups qui arrivent, finalement, elles véhiculent des idées et donc une culture. Quand tu utilises une application plus qu'une autre, en fait, en sous-jacent, il y a des algorithmes qui ont été créés par des gens d'une certaine culture. Donc voilà, c'est pour nous très important à ce niveau-là de défendre aussi un écosystème fort localement, mais aussi sur le plan individuel, sur le plan de l'apport en termes d'émancipation individuelle de l'entrepreneuriat. Voilà, ça c'est un sujet, enfin, c'est vraiment un point important pour The Family, c'est qu'il y a une dimension sociale dans l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat est un ascenseur social. Voilà. Alors, on est une boîte qui est en croissance, comme toutes les boîtes en croissance. On fait face à un certain nombre de tensions. Les tensions, elles sont de 2 niveaux, je dirais. Il y a des tensions d'ordre business, et puis il y a des tensions d'ordre réputationnel. Dans les tensions d'ordre business, donc juste pour vous donner un peu le business model de The Family, pour que vous compreniez, on prend entre 1 et 5%
des startups qu'on accompagne. 1% au début, 5% au bout de 5 ans. Voilà, on est capé ensuite à 5% et on prend 5% des boîtes qu'on accompagne. Donc c'est un pari sur le long terme. C'est-à-dire que si les boîtes réussissent et grandissent, alors notre portefeuille prend de la valeur. Mais comme je vous le disais au tout début, on est en amont de phase. C'est-à-dire, on rencontre les entreprises quand c'est 2 personnes, un bout de bureau, une idée. Donc avant qu'on en perçoive les fruits, c'est long. Comment est-ce qu'on finance entre-temps l'équipe, les locaux? On est à Paris, Londres et Berlin, donc on va avoir 2 types de financement. D'une part, on va générer notre propre revenu, avec nos activités de formation principalement. Alors, je ne vais pas vous les citer, peut-être que vous avez déjà entendu parler de Coup d'État, de Gold Up, de Maria School, de Pathfinder, voilà, qui sont des formations qui s'adressent aux différents publics dont je vous parlais au départ, ces différents acteurs de l'écosystème. Et puis la levée de fonds. Voilà. Donc, je vous disais, il y a une tension business, d'abord parce qu'il faut aller chercher ce financement, et ensuite parce que chez The Family, faut le dire, la gestion financière n'est pas au niveau attendu. Donc les actionnaires, certains s'en plaignent, le font savoir ouvertement, ça génère une tension, on en tient compte, on va embaucher un CFO plus qualifié, on va améliorer notre façon de communiquer avec nos actionnaires. C'est surmontable. Voilà, ça c'est une première tension. Et il y a une deuxième tension qui, elle, apparaît en 2018. En 2018, on apprend que notre ancienne associée Oussama est poursuivie en justice au pénal pour détournement de fonds. Alors, à ce moment-là, depuis 2013, on travaille ensemble et on constate depuis des années qu'il mouille le maillot, qu'il est entièrement engagé dans la boîte. Donc, on le croit quand il nous dit qu'il a appris de ses erreurs et que c'était des erreurs du passé, voilà, qu'on ne les reprendra plus. Alors là, on peut se poser une question, vu qu'on connaît la suite, c'est est-ce que vous avez été naïf à ce moment-là? Et moi, je dirais qu'on a été convaincus. Donc, convaincu, il y a vaincu. Il n'y a pas que vaincu. Non, je dirais qu'on a été floué par une facette de la personnalité qu'on ne connaissait pas encore. Voilà. Et on avance ensemble. Et à cette même époque, concomitamment, un fonds qui s'appelle LGT va investir dans The Family après après de longs mois d'audit qui sont extrêmement exigeants sur la gestion comptable et financière. Donc ça va détendre, ça va déstresser la partie finance et puis ça va rassurer aussi tout le monde, cette entrée de ce fonds. Voilà pour les tensions. Et puis, ultime tension, la crise Covid. Alors, la crise Covid arrive et là, c'est chacun à son poste. Donc juste pour vous dire, parce que je suis en train de tout vous expliquer, je suis désolée, c'est un peu long, c'est l'intro. C'est juste pour vous donner le contexte, d'accord? La crise Covid arrive, chacun son poste, on fonctionne comme un partnership, on est 5 directors. Alors, Mathias, il est... excusez-moi, tac. Yes, Mathias, lui, donc, il s'occupe des startups. Enfin, tout le monde s'occupe des startups, globalement, mais chacun a une zone métier. Donc, Mathias s'occupe du programme des startups et des levées de fonds. Balthazar s'occupe également du programme de startups, mais plus à la détection et le portefeuille de startups. Oussama est sur les conférences, les finances et les SPV. On y reviendra. Nicolas est sur les contenus intellectuels, je dirais la thèse de The Family, et puis les relations avec les institutionnels et les VC, les venture capitalistes internationaux. Et moi je suis sur l'humain, l'équipe, l'opérationnel, les événements, les programmes, les startups.
Quand Covid arrive, il y a un moment de panique, on se réorganise et puis là on prend des décisions comme tout le monde. Si vous êtes entrepreneur, vous l'avez vécu, il fallait serrer la ceinture, donc on baisse les coûts. Certains employés, on leur demande de partir, on veillera à ce qu'ils rebondissent, qu'ils retrouvent un job. On ferme les locaux à Paris, Londres et Berlin, c'était pas évident du tout, c'était hyper dur même. On va switcher vers du online, donc tous nos événements passent en online. À l'époque, je lance une quotidienne pour remonter le moral des troupes qui s'appelle Good Vibes. Quand tu sais ce qui se passe après, tu te dis tiens, on crée une hotline pour nos entrepreneurs pour s'assurer qu'ils vont bien. Et puis on lance un programme de détection et d'accompagnement des startups en ligne qui fonctionne. Donc voilà, il y a de quoi faire. Chacun est occupé. Alors je vous parlais des SPV, je dois vous expliquer ce que c'est. Donc qu'est-ce que c'est qu'un SPV? C'est un Special Purpose Vehicle. Donc c'est une structure qui permet à des business angels de mettre des petits tickets pour pouvoir participer au tour de table des startups. D'accord? Donc ça permet à des petits business angels de bénéficier de deals, de startups qui sont en croissance. C'est une activité qui démarre dès 2014, qui est pilotée par Oussama et qui en fait va s'accélérer en 2018 avec les startups qui lèvent de plus en plus de fonds et avec l'apparition du marché secondaire. Donc, le marché secondaire, c'est la revente d'actions non cotées. Donc il y a vraiment une explosion de tous ces deals et de toutes ces opportunités. Et donc comment dire, il va chercher à industrialiser un peu le procédé de ces SPV. Il va créer une SPC, Segregated Portfolio Company, sur les conseils de juristes anglais, qu'il dirige, il co-dirige avec un ancien directeur de family, aidé par 2 avocates, une juriste. Le modèle est très simple, il y a des deals qui sont proposés, les business angels envoient de l'argent et il envoie l'argent dans la cible. Trop simple, apparemment. Donc, il va se passer que fin 2021, mon équipe va découvrir que près de 3 millions d'euros ont été détournés. Et là, ça concerne 200 personnes. 200 business angels qui ont participé. J'ai mis bien la phrase de Mike Tyson qui consistait à dire que voilà, tout le monde a un plan jusqu'à ce qu'il se prenne une droite dans la gueule. Ok les amis, donc on y est, ça y est, je peux enfin commencer cette présentation. Désolée, c'était un peu long, mais voilà, ça pose le contexte qui est important pour la suite. Alors, j'ai découpé la présentation en 4 parties. La première partie qui est une phase réactionnelle, action-réaction. La deuxième partie qui est la stratégie de survie. La troisième partie qui est la communication de crise. Et enfin, on finira sur l'équilibre personnel. Ok. Je vérifie l'heure. Est-ce qu'on est bon? On est bon. Ok. Donc, la première partie, la phase de contre-attaque. Action-réaction. Dans cette phase-là, il va y avoir une suite de réactions. Ça s'étale sur de longs mois, hein, d'accord? Mais c'est des réactions. Je vais vous lire, parce que j'ai la liste sous les yeux, parce que en préparant, vraiment pour moi, c'était important de me ressouvenir de tout ce qui s'est passé. Donc, d'abord, on a repris la main sur toutes les structures. Ensuite, on a coupé l'accès au compte bancaire. Ensuite, on a posé des questions à l'écrit, sans relâche. Puis, on a demandé la démission de l'associé problématique. On a enclenché une médiation, on a fait appel à des avocats, on a informé chaque actionnaire, on a prévenu les entrepreneurs, et puis on a partagé publiquement l'information. Ça, c'est la phase réactionnelle. Là, je vais revenir sur je vais zoomer sur quelques-unes de ces actions. Mais le message que je veux vous passer, c'est que pendant cette phase-là, tu n'as jamais l'ensemble des informations, en fait, des pièces du puzzle. Tu avances
et ça va venir progressivement. Donc, tant que tu n'as pas encore capté qu'il s'agissait d'un détournement, tu n'es pas encore dans la suspicion. Donc, si tu veux, ces actions, en fait, elles sont crescendo jusqu'à ce que tu comprennes. Et ça, c'est important, parce qu'en tant qu'entrepreneur, vous le savez, on marche à la confiance, à l'optimisme, et depuis 10 ans, depuis 9 ans, on surmonte chaque défi par la discussion, la confiance, le dialogue. Mais là, rien n'y fait. En utilisant ces outils, on est au même point, on piétine, quoi. Et ce switch-là, vraiment, il n'est pas évident. Donc, tant qu'on est dans la discussion, le dialogue et la confiance, en fait, on est perdant. Il faut switcher. Et je vous conseille à tous de faire de la médiation si vous avez un problème de communication avec votre associé, c'est génial. Il y a un protocole vraiment bien où c'est une méthodologie qui fait que la parole se libère, il y a un tiers qui vient, qui permet la circulation de l'information, mais ça marche quand les joueurs jouent le jeu. Voilà. Il y a un nota bene important, c'est qu'il faut respecter les règles pour pouvoir jouer. Donc on a fait une médiation, mais ça n'a pas permis d'avancer. Donc on passe à un nouveau stade et on arrive au stade des avocats. Alors là-dessus, souvent vous entendez dire oui, bon bah ça tu le files à tes avocats et puis tu passes à autre chose. Les avocats sont là pour ça. Et voilà, non, ça se passe évidemment pas comme ça. Et c'est à toi de faire le gros du travail, d'aller chercher les informations, de démêler les nœuds, de donner ces informations à tes avocats. Les avocats du coup te conseillent et puis ensuite toi tu décides. Alors, donc on se lance dans une bataille judiciaire, on porte plainte au pénal. Il y a un objectif qu'on poursuit qui est l'objectif de réparation sur 2 plans, réparation économique, récupérer les fonds volés, et puis sur le plan éthique, faire la lumière sur les faits, sur ce qui s'est passé. Porter plainte au pénal contre son associé, cofondateur, ami, ça n'a rien d'évident. Et pour être tout à fait juste, c'est même extrêmement douloureux. Ce moment-là est hyper dur. Pour vous donner une image, moi, la sensation que j'avais à ce moment-là, c'est que je prenais un couteau et que je me l'enfonçais dans la poitrine. C'est vraiment ça. Alors qu'en fait, ce que j'étais en train de faire, c'est que j'enlevais le poignard qui m'avait été planté dans le dos pour me défendre. Ça, ce switch-là est hyper dur, évidemment, vous l'imaginez. Pour prendre cette décision-là aussi, ce qui se passe, c'est que je ne la prends pas comme ça du jour au lendemain. Je discute avec des gens de confiance, des entrepreneurs que je respecte, qui ont roulé leur boss, qui ont une expérience. Et globalement, j'ai plusieurs sons de cloche, mais il y a 2 écoles. Il y a l'école que je qualifierais business à l'ancienne. On lave son linge sale en famille. Alice, tu te débrouilles. Tu vas récupérer l'argent d'une manière ou d'une autre. Tu le renvoies. Tu trouves une explication. Lui, tu le poursuis. Bon, si tu peux, tu récupères de chez lui, mais ni vu ni connu, circuler, il n'y a rien à voir. Bon, l'avantage de ça, c'est qu'il n'y a pas de bruit, pas d'esclandre. L'image en façade est préservée. Et puis il y a une 2e école, qui est l'école des valeurs entrepreneuriales. Mes entrepreneurs, quoi, globalement, qui me disent « Alice, nous, on a rejoint The Family pour les valeurs, pour faire le business différemment, pour le franc-parler. Donc, ça va faire mal. C'est très chaud ce que tu me racontes comme histoire. Mais il va falloir porter plainte, il va falloir le faire savoir, et on sortira tous grandis de ça. » Et voilà. Donc, c'est comme ça que je prends la décision. Ce
qui rend malheureux dans la vie, on le sait, hein, c'est le décalage entre les valeurs qui te constituent, ce en quoi tu crois, puis tes actes. Si l'écart il est trop grand, c'est insoutenable. C'est dur d'être parfaitement aligné. Personne ne peut purement, parfaitement être aligné. Donc, on prend la décision d'aller vers l'école, les valeurs entrepreneuriales. Ce qui est à ce moment-là aussi une étape, c'est qu'en fait, quand tu attaques, tu dois accepter que en fait, tu es victime. Ça, c'est pas agréable, ça. Personne ne veut l'étiquette de victime. Donc quand j'entends des gens dire « ouais, non, mais ça c'est de la victimisation, elle se victimise, etc. » Moi, j'ai pas envie d'être victime, en fait. C'est très désagréable. J'ai essayé d'éviter d'être victime, en fait. Donc je dois accepter, sauf que quand tu te défends, bah, tu es en action. Et donc tu n'es plus juste stone, abasourdi par le coup. Tu te défends. Donc tu avances. Alors, une des actions-réactions importantes qui s'est passée ensuite, c'était évidemment de prendre la liste des 200 personnes et d'aller leur parler, d'aller les prévenir de ce qu'il en était de la situation. Qui sont ces personnes ? Ce sont que des gens qui comptent pour nous. Ce sont des anciens employés, la famille de nos anciens employés, des business angels, ou des gens, des amis d'amis, à qui on a dit qu'il y avait ces opportunités-là. Ce sont que des gens qu'on connaît depuis des années. Ils sont 200, on est 3, on se répartit la liste. Et avant d'aller leur parler, l'appréhension, je ne sais pas si vous imaginez, d'aller dire à des gens, je ne sais pas où est l'argent que tu as investi, l'appréhension est immense. Donc, tu prépares ton discours, mais tu as beau l'avoir préparé, en fait, tu t'attends à ce que les gens t'insultent, soient en colère, t'accablent, tu t'attends au pire. Bon, il y en a quelques-uns qui vont se mettre en colère, mais la réalité, c'est qu'ils réagissent comme nous. C'est-à-dire, ils sont surpris, ils sont déçus. Voilà, c'est... Et puis, en fait, ils sont reconnaissants quand même de la démarche. Et surtout, ils vont nous dire merci. Merci de t'occuper, d'aller poursuivre en justice celui que tu soupçonnes. Voilà, donc en fait, c'est une étape qui est hyper importante parce qu'on part d'un endroit qui est la peur et on arrive à un endroit qui est, finalement, on est rassuré. On peut mettre des visages sur des lignes de compte. Ça va nous ancrer, en fait. Et surtout, on sent qu'on a du soutien et qu'on est ensemble. C'est important pour la suite. Ok, donc ensuite, ce qui se passe, c'est qu'il va falloir le faire savoir. Les plaintes sont enclenchées, nos actionnaires, à nous, The Family, sont prévenus. Avant que la presse n'en parle avec ces mots, c'est important que toi, tu fasses entendre ta version de ce qui se passe. Donc, je m'en souviendrai toute ma vie. Le dimanche 27 mars 2022, j'appuie sur le bouton « Publier » d'un article qui m'a pris des jours et des jours à rédiger, qui étaient des jours vraiment... voilà, tu traverses un truc où tu dois faire publiquement l'exercice d'une officialisation d'un scandale, en fait. Hein. Donc c'est comme une sensation de se faire harakiri, mais il faut y aller, il faut le dire, il faut que ce soit su. Et en fait, voilà, aujourd'hui, quand je relis l'article, je l'ai relu pour préparer cette présentation, et je me suis dit, tiens, je ne changerai rien. C'était il y a 1 an. Si ce n'est le montant. Alors, on est passé de 3 millions à 4,5 millions. Bon. Cet article, il va permettre de clôturer cette phase réactionnelle. Ça y est. Maintenant, on va passer à la stratégie de survie. Donc, là, on va changer de mode. Ça y est. Le gros de la réaction dont on veut faire preuve est derrière nous. Et on va passer dans un mode où on va pouvoir se répartir les rôles, un peu, prendre du recul. D'abord, il y a un état des lieux à faire. Donc,
clairement, il y a un contentieux qui va prendre du temps, de l'énergie, de l'argent. Il y a des centaines d'actionnaires, ceux qui ont été lésés, mais aussi ceux de famille, qu'il faut informer régulièrement. Et il y a un portefeuille de 120 startups qu'il faut préserver et qu'il faut suivre. Ça, c'est l'état des lieux, on est trois. On ne peut pas reprendre l'activité de détection, d'accompagnement de nouvelles startups. Ça, c'est plus possible, c'est plus la priorité. Là, notre priorité, c'est de tout mettre en œuvre pour obtenir réparation et la confiance, rebâtir la confiance. Sans ça, tu fais rien. Donc les missions, il y en a de deux ordres, les contentieux pour Nicolas et puis les startups pour Alice. Et là, tu rentres dans un mode où c'est fini le temps entrepreneurial, le mode entrepreneurial où tu es flexible, à l'oral, dans la confiance, voilà, tout est fait en bonne intelligence. Non. Là, tu es dans un temps, le mode opératoire, le mode survie, il est procédural, il est rigide, il est écrit, il est inflexible. Alors, on n'aurait pas pu passer dans ce mode-là si on n'avait pas eu une personne clé qui va faire son entrée dans notre équipe qu'on va aller chercher. Parce que sinon, en fait, voilà, tu prends, toi, tu es habitué depuis 10 ans, tu es dans des réflexes, une habitude. Pour switcher de mode et rentrer dans le mode de survie, on fait appel à Jean-Jacques Augier. C'est quelqu'un qui va vraiment être une personne providentielle pour nous. Alors, Jean-Jacques Augier, son rôle, c'est d'être administrateur indépendant. En gros, c'est de s'assurer que les intérêts de la société mère, de The Family, sont protégés et préservés. Alors, qui est-il? C'est un homme d'affaires de haut niveau. C'est un homme de crise, c'est un inspecteur des finances qui a été PDG de G7 de 87 à 2000, qui a été trésorier de la campagne de François Hollande, qui a monté plusieurs business en France puis en Chine, toujours de petite taille humaine, c'est ce qu'il aime. Et c'est quelqu'un qui a l'habitude de ce genre de moments de crise. Et il est souvent appelé pour ça. Et c'est lui qui nous permet de changer de mode. Donc lui, en gros, ce qu'il apporte, c'est une doctrine claire. Et la doctrine, c'est l'application pure et simple des contrats, l'application du juridique. Il n'y a plus de place pour l'exception, il n'y a plus de place pour le cas par cas, en contexte. Tu t'en tiens à la doctrine. Et ça, ça va avoir... Alors c'est très dur à appliquer, hein, il est intransigeant, mais ça va avoir le mérite de nous aider à avoir une règle simple pour prendre des décisions. Et enfin, on peut voir la route et on sait comment on va avancer. Et puis son entrée, en fait, elle rassure aussi. Elle rassure les actionnaires. C'est pas mal de l'avoir avec nous. On se sent armé, on se sent aidé. Donc ça, c'est un conseil aussi. En tant qu'entrepreneur, on a tendance à croire qu'on va tout faire tout seul, tout gérer. Heureusement qu'il était là. Donc on va se répartir les rôles. Enfin. Parce que jusqu'ici, on était très synchronisés, hein, à tout faire ensemble et en même temps. Je vous le disais, Nicolas sur les contentieux, Alice sur les startups, et puis à chaque découverte qu'on va faire, une mauvaise découverte, parce que là on est aussi dans le temps, on reviendra sur la partie de Nicolas, mais à chaque découverte d'un trou dans un SPV, on continue de découvrir des trous, jamais on a été cherché à colmater par des actifs de The Family. Il y a un problème, application de la doctrine. Les contrats purs et simples. Voilà. Nos métiers, donc, ils ont changé. Alors, je vais rentrer peut-être dans ce que je fais. Moi, mon job, c'est de préserver le lien avec les entrepreneurs. Avant, ce que je faisais, c'était de l'échange, de la convivialité, de la créativité, organiser des journées comme celle-ci, des workshops, de la mise en avant d'entrepreneurs, de l'entraide. Là, mon job, il ressemble plus à de la gestion de portefeuille, assez classique. Je prends de l'info, j'aide si je peux, je remonte l'info, voilà.
c'est moins intéressant, c'est sûr, mais c'est ce qu'il faut faire. Il y a évidemment nos entrepreneurs, ils ont été affectés par ce qui nous a été, par ce qui est arrivé à The Family. Et notamment, beaucoup dans leur board, il peut y avoir des investisseurs qui ont un comportement, je dirais, prédateur et qui vont dire tiens, eux, tu me les sors. Qu'est-ce qu'ils font là dans ta cap table family? Donc, ils nous défendent, mais c'est ce qui arrive aussi dans une crise. Ils vont évidemment aussi se dire mais en fait, et si ça m'arrivait à moi? Parce que cette crise, ils sont si proches de The Family que tout d'un coup ils se disent finalement c'est possible dans ma boîte aussi qu'il se passe un truc comme ça. Donc ça va ouvrir des discussions de fond sur les relations humaines, la santé mentale, l'éthique, et on va avoir de belles conversations sur comment repenser une nouvelle fois l'entrepreneuriat. Donc ça permet ça. Ça permet ça, et puis évidemment il y a un vide, hein, les grands rassemblements, la célébration, le fait de pouvoir rencontrer d'autres entrepreneurs qui vivent les mêmes choses que toi au quotidien, créer des liens, etc. Ça, on ne le fait plus. Nicolas, lui, il est sur les contentieux. C'est un travail monumental. Donc, ce qu'il va faire notamment, c'est regarder l'ensemble des comptes bancaires ligne à ligne pour comprendre ce qui s'est passé. Il va ressortir de ce travail avec... Enfin, il sort pour moi, l'image que j'ai, c'est il sort d'un labyrinthe avec une carte claire et nette de ce qui s'est produit. Ça va prendre des mois et des mois de travail. D'habitude, quand tu traverses une crise comme ça, généralement, la boîte va faire appel à un cabinet de type McKinsey. Ça coûte extrêmement cher. Il se trouve que lui, il a les compétences pour faire ça. Et après, évidemment, tu es obligé de passer par des cabinets experts qui vont passer au crible et vérifier, puisque ce sont des pièces que tu produis pour la justice. Mais il fait le gros du travail. Croire que tu peux déléguer ce genre de travail-là, en fait, quand tu es dans une situation comme ça, je pense que c'est pas possible. Depuis janvier dernier, tout ce qu'on a découvert a été... chaque personne qui a été lésée ont été averties. Donc il n'y a plus de surprise grâce au travail qu'il a mené. On a eu cette carte très claire. Ça va permettre de compléter les plaintes en justice et d'avancer plus sereinement. Ce que je veux dire aussi, c'est que face à une telle catastrophe, en fait, dans une boîte, si tu ne peux pas revenir en arrière, la seule chose qui te reste à faire, c'est de te bouger pour tout documenter et aider à la résolution du problème. Alright, est-ce qu'on est bon dans le temps? Yes, ok. Alors, c'est... maintenant, on arrive à la... est-ce que je t'ai parlé d'avant? Oui, hop, c'est bon, tac. Troisième partie, communication de crise. On y va. Il y a une personne clé là aussi pour nous, c'est un investisseur qui est un expert de la communication de crise. Alors il se trouve qu'après tout ce qui nous est arrivé, évidemment, il y a des dizaines d'articles dans la presse qui sortent et qui racontent l'histoire. Moi personnellement, on n'est jamais préparé en fait à voir son nom associé avec un contexte aussi sulfureux et aussi déceptif. Donc, avoir cette personne qui t'aide pour vérifier les citations, faire corriger s'il y a erreur, c'est hyper important. Et surtout, il y a des, comment dire, je dirais qu'il y a quelques personnes quand même qui sont à l'affût de toutes les bêtises qu'on pourrait dire et qui cherchent à nous faire passer comme complices dans cette affaire. Et c'est ça qui rend et qui d'ailleurs eux-mêmes témoignent dans un certain nombre d'articles. Donc ça rend l'affaire pas du tout évidente. Un journaliste, quand il écrit un article, il va rarement se contenter de relater les faits. Il a un angle.
Emmanuel Macron est venu 2 fois chez The Family pour rencontrer les startups dans nos locaux à Paris. Il y a des photos sur Internet, c'était du temps où il était ministre. Donc on devient l'incubateur star de la Macronie. Et c'est un peu aussi une façon de passer un message qui est Macron, les startups, c'est du grand n'importe quoi, en fonction de la couleur politique du journal. C'est juste pour dire que toi, tu ne maîtrises plus ça. Ça ne t'appartient pas en fait. Mais peu importe en fait, c'est de bonne guerre, je dirais. Ce qui est important, c'est que le message qui passe et que les gens finissent par comprendre, c'est The Family attaque son associé en justice. Et ça, c'est essentiel parce que ça, il faut que les gens soient avertis. Il y a évidemment dans cette partie communication de crise une dimension spectaculaire. C'est-à-dire que si les articles s'étaient arrêtés à cette petite dizaine d'articles qu'il y a eu, bon, ça va. Sauf que ça aurait été trop facile. Pourquoi? Parce que la presse raffole du sujet. Ils veulent feuilletonner l'affaire. Ils nous disent qu'à chaque article qui sort, il y a plus de 100 abonnés. Et pourquoi? Parce qu'en face, en fait, on a un candidat idéal. On a quelqu'un qui a adopté la stratégie du fou, l'imprévisible. Tu t'attendrais à ce que, en fait, en temps normal, la personne fasse profil bas, par honte, par respect, par raisonnement logique, mais là, c'est tout le contraire, en fait. Tu as l'impression que cette affaire a décuplé l'envie de mon ancien associé de produire du contenu sur Internet. Donc là, tu as des vidéos à n'en plus finir qui sont sur les réseaux sociaux. Et c'est vraiment, on assiste à un feu d'artifice de contenu. Et surtout, en fait, c'est plus du tout l'associé sympathique, smart, qui donnait des cours aux entrepreneurs de Sciences Po. Là, on est sur Dubaï, Playmate, argent facile, dropshipping, business compulsif. Voilà, c'est la poubelle du net, quoi. Le shift a été assez violent. Et tous les jours, il invente un nouveau business qui surfe sur les NFT, ChatGPT, intelligence artificielle. Il donne l'impression d'être en roue libre dans une sorte de délire mégalomaniaque, quelque chose comme ça. Alors par rapport à ça, simplement peut-être 3 remarques, parce que cette attitude va nourrir du coup les articles dans la presse, et toi, tu es en train d'avancer sur ton contentieux, préserver la boîte. Bon, 3 remarques. Quand c'est la phrase de Michelle Obama qui dit When they go low, we go high. C'est-à-dire que quand en face de toi le niveau est si bas, ça force à prendre de la hauteur. Et c'est hyper frustrant. 1000 fois j'ai eu envie de rentrer dans le tas, de dire ma vérité, de raconter ce qui se passait, mais faut pas. Tu restes patient dans ton silence, dans ta dignité, long terme. Faut le laisser seul dans le caniveau. Et puis là, surprise, les gens sur Internet, le bon sens des gens. Merci Internet, qui en quelques tweets, finalement, tourne en ridicule mon ancien associé qui devient en une semaine le plus gros mytho d'Internet. C'était rapide, comme quoi, voilà, ne pas descendre dans le caniveau. La deuxième remarque que je voudrais faire, c'est que on vit une époque où, voilà, c'est pas nouveau la fascination du mal, c'est pas nouveau les héros du mal qu'on a besoin de mettre en avant, mais il y a quand même un phénomène avec voilà, l'arnaqueur de Tinder, Marco Moli. Alors,
pour mon ancien associé, il y a même eu un podcast en 5 épisodes qui s'appelait Oussama le Magnifique, avec des 4x3 dans le métro. Voilà, donc en fait, il y a un jeu, une ambivalence des médias qui vont nourrir la bête, on le sait. Hein. Finalement, il n'y a que l'indifférence qui permet de cesser de faire l'apologie ou d'être dans la fascination. Mais voilà, il y a les médias qui nourrissent la bête, mais je crois que Internet ringardise quand même les gens sur Internet ringardisent. Et dans ce sens-là, MeToo a vachement ouvert la voie sur mais attendez, à quel moment en fait on fait l'apologie de ces mecs qui se prennent, enfin, qui sont en toute impunité à faire tout ce dont on ne veut plus. MeToo, c'est moi aussi j'ai la voix au chapitre, on entend la voix des victimes, on la respecte, elles ne sont plus seules. Finalement, attendez, il faut mettre le projecteur sur la résilience, c'est sur les gens qui se battent, sur ceux qui se... Je m'emporte un peu. Bref, donc ça c'était ma réflexion. Et puis la troisième chose que je voulais dire, c'est que j'ai un peu l'impression d'assister aux dernières heures d'un monde à l'agonie, quoi, par rapport à ce qui se passe en réaction en termes de communication. C'est comme si, en fait, cette comédie, elle venait un peu cristalliser tout ce que Covid nous a montré qu'on ne voulait plus. Avant un régime, tu as envie de t'empiffrer. Personne n'a envie d'aller vers la sobriété de manière joyeuse. Allons-y gaiement. Enfin, ça se comprend en fait. Ce que je veux dire, c'est que c'est un comportement régressif qui est humain, mais qui se comprend. Mais je crois que dans le fait de focaliser comme ça sur un comportement qui est un peu un pot pourri, je vous disais la poubelle d'Internet, argent facile, Dubaï, Playmate, anti-écolo, anti-éthique, bad buzz, c'est du buzz. Voilà, tout ça, c'est un condensé de ce dont on ne veut plus, mais on le regarde, un peu pour lui dire au revoir peut-être, je sais pas, parce qu'on est nostalgique déjà de le quitter. Enfin, il y a un truc de cet ordre-là qui joue. Alors, nous on est là comme les deux bergers de Paul Jacoulet qui gardent le troupeau, et puis... On a fait le tour des comptes, on n'a plus de surprise. Avec Jean-Jacques, on a prévenu l'ensemble des gens qui ont été lésés. On peut expliquer l'affaire à la presse. Et on leur donne une vision globale de tout ce qui s'est passé. C'est important, il faut le faire. Il faut qu'ils aient l'histoire. Et entre-temps, on a appris que l'argent détourné a servi à financer un petit manoir en Normandie. De quoi feuilletonner de nouveau les papiers dans la presse. Et il y a plusieurs papiers sérieux d'ailleurs qui vont sortir. Alright, on arrive à la dernière partie. Est-ce que je suis dans le tempo? Il me reste à peu près 5 minutes. Ok. Alright. Bon. Ok. C'est une partie importante. Comment tu tiens? Comment tu tiens moralement? Je ne vais pas vous mentir, franchement, voilà, cette histoire, elle t'atteint un niveau profond. Tu te remets en question totalement. C'est pas seulement le projet. Vous savez, quand on est entrepreneur, on s'engage entièrement. C'est des années d'engagement qui sont gâchés par cet événement-là. Et c'est une remise en question totale de soi évidente. Pour vous donner la sensation, je vous fais voyager dans mes 18 derniers mois, c'est un brouillard épais, lourd, qui empêche de voir. C'est comme une sensation un peu poisse. C'est voilà, le fait d'avoir la sensation de ne pas pouvoir respirer. T'as beau partir loin, le problème te suit en fait, et puis t'es dans un enchevêtrement d'émotions, l'envie de revenir en arrière, d'expliquer au mec qu'il faut surtout pas faire ça. De dire ta vérité, t'es frustré, hein, le temps long de la justice, il y en a pour plusieurs années. Cette sensation de trahison, puis la honte que tu tapes, aller voir des gens et leur expliquer ce qui arrive, le regard aussi, hein, la suspicion des gens dans le regard, mais est-ce qu'ils sont complices? Le déferlement dans la presse, lire des mecs arrogants qui t'expliquent qu'ils avaient tout vu, tout compris. Bon, voilà.
Et puis évidemment l'autre qui fait son show de claquettes en toute impunité avec des discours cyniques. C'est long 18 mois comme ça. Donc qu'est-ce qui fait tenir? Ce qui fait tenir, ça a été de prendre très au sérieux ma psy et d'y aller très régulièrement, vraiment. Et là, je pense qu'avec elle, en fait, j'ai déchargé. On a augmenté le rythme des séances. Et en fait, ça permet de cesser en fait de croire que tu es responsable de tout, de comprendre, d'accepter aussi la situation. Et puis voilà, des malversations, il y en a tout le temps. C'est juste qu'on n'en parle pas parce que c'est trop honteux. Bon. Donc dépassionner le truc, se défaire d'un poids lourd, ça a été vraiment essentiel. Évidemment, tu es dans un corps, faut que tu t'y sentes bien. La discipline, à ce moment-là, voilà, on ne blague plus sur le sport, sur le yoga. Vraiment, c'est 5 fois par semaine, 1 heure, on va aller chercher. Tu te laisses pas le choix. Je prends une coach. Voilà. Tu dois être bien à l'intérieur et puis partir le plus souvent possible seul, au bord de la mer, méditer avec moi-même. Laisser ce ressassement, laisser remonter tout ce qui est dur à avaler, mais qui est là, et qu'en fait, tu ne peux pas faire partir, tu es obligé de le traverser, en fait. Tu es là-dedans. Donc tu l'accompagnes, tu es OK avec ça. Parler avec ses proches, hein. Dans des situations comme ça, je ne vous ai pas parlé de... Voilà, là je vous livre un témoignage, mais pour mon associé, pour moi, ça a été une déflagration aussi pour nos proches. Hein. C'est eux aussi qui sont touchés par ce qui nous arrive, parce que c'est un effondrement. Pour eux aussi, enfin, j'habitais avec ma sœur qui est venue me soutenir, qui est là. Ouais, on peut l'applaudir. Non mais oui, merci Nelly, parce que il se trouve qu'elle vivait aux États-Unis depuis 8 ans, elle est revenue, on habitait ensemble, et elle était là. Elle était là pendant mes calls, il y avait un haut-parleur, elle était là pendant toute cette période-là. Elle rentre dans la pièce et tu as une énergie lourde, c'est insoutenable, c'est étouffant. Et elle traîne une oreille tout le temps, elle écoute hein, ce qui se passe, et puis elle va toujours avoir le mot juste, elle va toujours capter quand ça va pas trop, elle va me rappeler que c'est temporaire. C'est temporaire. Alice, tu ramasses la merde, là tu torches des culs, mais c'est temporaire. Ok, souviens-toi de la valeur apportée, souviens-toi de tout ce que tu as donné au projet, souviens-toi de tous les gens qui en bénéficient. Voilà, ça, merci ma soeur et bien sûr des amis. Et puis là, voilà, évidemment, puisqu'on est dans la liste des choses qui aident, on ne peut pas passer outre la dimension spirituelle. Je pense qu'à ce moment-là, il faut avoir la foi. Il faut parler à Dieu. Donc je vous épargnerai le contenu de mon intime à moi qui cultive cette dimension spirituelle, mais j'ai fait la rencontre de plein de personnes à l'intérieur. Et voilà, heureusement qu'elles étaient là. Il y a un engagement aussi, l'engagement associatif, qui m'a vachement aidée. J'ai cofondé en 2020 une asso qui s'appelle le Collège citoyen de France, qui est un peu le The Family des porteurs de projets qui veulent monter en politique. On est 10 cofondateurs, des gens qui viennent de milieux qui n'ont rien à voir avec le milieu tech, start-up, entrepreneurial. Et en fait, ça va être une bouffée d'air frais pour moi, parce que on parle d'autre chose, on s'implique ensemble dans un projet, ce projet a du sens, c'est un peu une famille d'âmes, on partage les mêmes valeurs, et la création de ce projet va vraiment m'aider énormément. Je finirai sur ça. Non, il y a encore une autre idée après. Ouais, bon, ça a été salvateur, cette traversée, pour moi, en fait, je dirais, parce que d'abord, il y a une distance plus saine que j'ai mise avec le travail, parce que j'ai pas eu le choix. Donc, tout d'un coup, j'ai eu un espace pour moi. J'ai eu une vie personnelle. Ça, c'était nouveau. Et je pense que cette expérience, elle m'a aussi offert un formidable radar
je dirais même une antenne parabolique qui me manquait et que j'avais pas avant, et qui s'allume dès que je vois des comportements de type manipulation, mensonge, voilà, ça sert toujours dans la vie. Et puis je me suis liée d'amitié avec moi-même, donc ça c'est plutôt pas mal. Voilà, sur quoi j'ai envie de finir, parce que là on n'a plus beaucoup de temps, tout simplement. Avant, après cette crise, ce qui est fou, c'est que le monde a complètement changé. Et je crois que cette affaire, en fait, elle cristallise des tensions contradictoires de ce moment pivot entre l'ancien et le nouveau. Bon, vous l'aurez compris, moi j'ai envie du nouveau. Je pense que c'est assez clair. Qui met dedans l'humain, l'éthique, la planète. Et donc la question, c'est pas est-ce qu'il est possible de créer des entreprises qui alignent finalement autant l'humain, le profit, la planète, mais comment encourager les entrepreneurs qui le font déjà. Et pour ça, je pense que les valeurs initiales de Family et l'approche écosystémique sont toujours pertinentes. Maintenant, ce qui manque, c'est un horizon désirable de cette sobriété qui a inventé et voilà, il n'existe pas encore, et ça viendra de rencontres, de discussions. Je pense que quiconque arrive avec une solution toute faite, un conseil, ignorer cette personne. Et puis voilà, c'est un témoignage, j'espère que vous avez compris, d'espoir, de résilience, de vie. Merci.